Bonjour à tous. On vient de me dire que M. McDonald souhaite parler à la Chambre en l'absence du témoin. Alors, à vous le micro. Merci. Madame, Messieurs les juges, j'ai deux sujets à aborder. Le premier sera rapide et porte sur l'intervention de Maître Bougnon, alors même que le témoin était en train de déposer. C'est juste un petit rappel, Monsieur le Président. J'attends. Le président hors micro. Le président, oui, je peux faire plusieurs choses à la fois. Je suis un homme, mais je peux faire plusieurs choses à la fois. Donc je vous écoute, ne vous inquiétez pas, allez-y. Je vous écoute et vous avez toute mon attention. Monsieur McDonald, je vous remercie. Bien, je reprends. Donc comme vous le savez, Madame, Messieurs les juges, lorsqu'il y a des objections, il y a une intervention qui portait sur la question de la signature, alors que précédemment on avait déjà eu une question sur la signature du témoin sur un document, et je considère que ces remarques sont tout à fait déplacées lorsque le témoin est dans le box. L'accusation a le droit de présenter sa thèse comme elle le souhaite, et je suis certain que le témoin sera capable de dire s'il reconnaît ou non son document, le document. Mais quand il reconnaît un document sans même avoir regardé la signature, certaines choses deviennent parfaitement redondantes. Donc voilà ma remarque à propos de cet incident. Mais la remarque de principe surtout, c'est qu'il ne faut absolument plus influencer le témoin lorsqu'on fait une objection. C'est préemptif ce que je dis. Et nous considérons que Maître Bougnon et les objections de la défense correspondent quasiment à une influence du témoin pour qu'il témoigne dans leur sens. Première chose. Donc, deuxième chose, cela porte sur la portée des charges. Donc, je tiens juste à vous rappeler la décision sur la confirmation des charges. Je ne vais pas la citer, mais la portée des charges est reconnue dans l'affaire Gbagbo, écriture 656, telle qu'énoncée à partir du paragraphe 267 de cette décision. Et dans la décision portant sur la confirmation des charges Blé-Goudet, la même chose a été reflétée. C'était lorsque l'affaire était encore disjointe et c'était dans le paragraphe 1883. Il s'agit de la décision de confirmation 186. Donc, comme cette chambre de première instance l'a fait remarquer, la chambre préliminaire avait bien reconnu que juste avant, et bien avant même l'élection présidentielle de 2010, le plan commun avait été conçu et mis en œuvre conjointement. Et à partir du 27 novembre, la mise en œuvre de ce plan commun avait évolué pour inclure une politique organisationnelle, voire une politique d'État. Je voulais juste rappeler tout cela. Et nous voulons aussi rappeler que nous considérons que la plupart des objections de nos contradicteurs sont superflues. Alors, le président, merci. La défense souhaite-t-elle répondre? Ils ont le droit, bien sûr, de répondre. Sinon, moi, je vais aussi répondre. Maître Bougnon, à vous. Je suis content que ce soit M. McDonald lui-même qui ait parlé d'influencer les témoins. Mais je vais d'abord revenir sur le fait. D'abord, il y a eu un long débat devant le témoin sur des questions de signature.
À aucun moment, ni l'accusation, ni personne ici n'a demandé que le témoin sorte. Et le débat a été mené. C'est donc à la suite de ce débat, quand un document a été présenté au témoin, parce que je remarque qu'à cette époque, M. McDonald n'était pas présent dans la salle, peut-être que c'est pour ça qu'il réagit ainsi. Et donc, j'ai suggéré à la Chambre, et je dis bien, et j'ai bien dit, compte tenu des antécédents, ne serait-il pas mieux, avant de passer au fond du document, ne serait-il pas mieux indiqué qu'on pose des questions préalables? Je n'ai même pas parlé de signature. On peut lire le transcript. Je n'ai pas parlé de signature. En plus, le témoin, contrairement à ce que vient de dire l'accusation, n'a jamais authentifié le document. Le dernier document qui lui a été présenté, le témoin ne l'a jamais authentifié. Et donc, je disais que je suggérais à la Chambre, est-ce qu'il ne serait pas mieux, à cause des antécédents, qu'on demande avant de passer au fond, si, et c'est maintenant que je précise ma pensée, est-ce que ce ne serait pas mieux, parce qu'à l'époque, j'avais dit, à cause des antécédents, je m'étais arrêté à ça, parce que justement, le témoin était assis. Voilà, et donc, je ne voudrais pas qu'on parle d'influencer le témoin. Monsieur le Président, vous comprendrez que, parlant d'influencer le témoin, je ne suis pas sûr que ce soit la défense qui soit en train de faire cela. Merci. Thank you, Maître Bougnon. Non. Président Maître Bougnon, merci. Alors, j'ai deux choses à dire. Enfin, du moins, deux choses ont été soulevées par le bureau du procureur. Premièrement, demande visant à ce que l'on n'influence pas le témoin par le biais d'objections, donc en s'opposant à certaines questions. Je crois que cela a été réitéré à de nombreuses reprises. Et sachez que ce qui est demandé de la défense est aussi demandé de l'accusation. Et il faut vraiment arrêter ce genre de manœuvres, des objections inutiles, surtout devant ce témoin qui est parfaitement, qui est parfaitement compétent et qui est capable de répondre à la question. Il a quand même été dans les grandes écoles. Donc, je ne suis pas contre un peu d'opposition, mais je ne veux pas qu'il y ait ces fautes tactiques des deux parties, comme au foot, ça ne va pas. Donc, ce que M. McDonald a dit vaut pour la défense, mais vaut aussi pour l'accusation d'ailleurs. Alors, deuxième chose, alors que vous demandiez si je vous écoutais, eh bien, j'étais justement en train de me pencher sur ce sujet. La portée des charges. Et Maître Knops, d'ailleurs, a soulevé cette question à deux reprises. Alors, 268, il est bien écrit avant l'élection présidentielle. En tout cas, en anglais, in advance. Donc, il n'y a pas de durée bien précise, en avance ou bien avant ou avant. Donc, on peut interpréter librement. Cela dit, avant l'élection présidentielle, ça ne peut pas être 2002. Hein. Alors, maintenant, pour citer la décision du 6 mars, voici ce que dit la Chambre. Je cite, « Seules les questions portant sur les charges seront autorisées et donc les questions doivent se limiter en temps et en portée géographique aux charges telles qu'elles ont été confirmées. » Plus loin, il est écrit, « Toutes questions allant au-delà des limites factuelles et temporelles seront interdites. Mais si une partie souhaite absolument poser un type de question, ils doivent d'abord expliquer leur motivation devant la Chambre. Et expliquer quelle est la pertinence. » Fin de citation. Donc,
Vous voyez, ce n'est pas totalement en dehors de la portée, puisque la portée n'est pas la portée temporelle, en tout cas, n'est pas désignée exactement, puisqu'on dit avant les élections et pas 2 mois, 3 mois ou 4 mois avant. Soyons souples. Et maintenant, je vous demande de faire rentrer le témoin, s'il vous plaît, monsieur l'huissier, et nous allons poursuivre l'interrogatoire de la partie appelante. Et rappelez-vous, moins il y aura d'objections et d'interventions, plus on aura de temps pour poser des questions et pour entendre les réponses. Donc, s'il vous plaît, évitez les objections superflues et inutiles. Merci. Maître, monsieur Demédian, en attendant que le témoin soit dans le prétoire, pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher le document qui était à l'écran avant qu'il ne quitte le prétoire, ça ira plus vite. Donc, c'est le document 0043 0220. Merci. Good afternoon. Le président, bon. Eh bien, bonjour à nouveau, monsieur le témoin. J'espère que vous avez bien mangé, enfin mangé en tout cas, parce que vous savez, ici à la cour. And I give again the floor Et je rends la parole au bureau du procureur, afin que son représentant continue à vous poser des questions. Monsieur Demédian, je vous remercie, monsieur le président. Si vous vous souvenez, avant la pause, je vous avais montré le document que nous voyons à l'écran, qui était un message concernant la sécurisation des élections. Alors, j'aimerais qu'on agrandisse le document à nouveau parce que je voulais qu'on regarde les paragraphes de ce document. Alors, juste pour vous rappeler, monsieur le témoin, au début, nous avons vu que l'origine, c'est le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, envoyé à toutes les unités et tous les services de la gendarmerie, 25 octobre. D'accord. Alors, si on va, voilà, au milieu de la page, la première phrase, monsieur le témoin, porte sur le sujet dont je vous posais la question. Dans le cadre objet présent message, il est demandé à tous les mutés de rejoindre instamment leurs nouvelles unités au plus tard le mercredi 27 octobre 2010. Alors, encore une fois, on est dans le cadre des préparatifs du premier tour des élections. Et la dernière phrase indique « militaires qui n'auront pas rejoint nouvelles unités à la date Will you please slow down? Président, ralentissez. On m'a demandé de vous faire ralentir. Alors je reprends. La dernière phrase, si vous la voyez bien, indique « militaires qui n'auront pas rejoint nouvelles unités à la date su-indiquée seront sévèrement sanctionnés ». Et en bas de la page, on voit une étampe et une signature. Donc tout d'abord, cette question de muter. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il s'agit à cette période? Donc on est le 25 octobre 2010. Donc nous ne parlons pas du document. Avant de parler du document, le sujet des mutés, de quoi il s'agit exactement? En gendarmerie nationale, chaque année, nous procédons au déplacement de nos éléments d'une unité à une autre, soit pour des raisons de service ou à leur propre demande. D'accord. Quelle était la nécessité à ce moment-là d'émettre une date butoir, donc du mercredi 27 octobre 2010? Ça, c'est la question liée à ce document. D'accord. Alors tout d'abord, revenons au document. Est-ce que tout d'abord vous vous souvenez de ce document à l'époque des événements? Pas du tout. D'accord. Et est-ce que cette question des mutés, donc si on ressort du document, est-ce que c'est quelque chose dont vous vous rappelez? Oui, en gendarmerie, comme je vous l'ai dit, nous sommes fortement hiérarchisés. Quand on donne un ordre de mutation à un gendarme, il exécute immédiatement. Donc il n'est pas pensable qu'il fasse autre chose que de s'exécuter. D'où
provenant de ces documents. D'accord. Et en principe, lorsqu'on regarde la dernière phrase, il est indiqué que les militaires qui n'auront pas rejoint les nouvelles unités seront sévèrement sanctionnés. Est-ce que c'est un principe avec lequel vous êtes familier? En gendarmerie, c'est impossible. Tout militaire de gendarmerie qui est muté exécute littéralement les ordres de ses chefs. Maître Bougnon, here we are going. Allez-y, à nouveau. Je pense qu'on devrait faire sortir le témoin parce que j'ai une observation fondamentale à faire suite aux deux réponses que vient de donner le témoin. Mr. Witness, Le président. Monsieur le témoin, s'il vous plaît, nous allons vous demander de quitter le prétoire. En effet, le conseil représentant les intérêts de M. Blégoudet souhaite parler au juge, mais hors de votre présence. Donc il faut quitter la salle. Maître Bougnon. Maître Bougnon. Président, nous allons revenir malheureusement. Je n'ai pas voulu interrompre pour que les choses se fassent vite, mais je pense qu'on risque d'avoir un problème fondamental. J'avais suggéré à la Chambre un certain nombre de choses par rapport aux antécédents. Là, je me rends compte que l'accusation essaie d'aller sur le fond du document, mais d'abord, le témoin dit ceci. Grosso modo, le témoin met en cause, ou du moins met en doute, l'originalité du document. Ça doit peut-être faire le 4e, le 5e document, je le dis de mémoire, peut-être que je me trompe, dont l'authenticité est ainsi remise en cause. Que devons-nous faire? Allons-nous continuer de poser des questions sur le fond sans tenir compte de la remarque préalable que le témoin fait? Parce que l'accusation demande, pose une question, il dit mais cette question est liée à ce document. Monsieur le Président, je ne crois pas qu'on puisse procéder, qu'on puisse continuer sans, alors même que le témoin ne reconnaît pas le document qu'on lui présente. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter chaque fois pour demander au témoin, au moins, si le document proviendrait de lui ou bien de la gendarmerie? Je crois, pour moi, que cette question est fondamentale et primordiale. C'est vrai qu'on a envie d'aller vite, mais il faut qu'on aille bien. Monsieur, pour compléter, juste, parce que Maître Bougnon cherchait la référence, la ligne, c'était donc pour situer la chambre, page 88, ligne 26. Lorsque le représentant du bureau du procureur pose la question au témoin, préalablement, question, il lui dit alors, tout d'abord, revenons au document. Est-ce que vous vous souvenez de ce document à l'époque des événements? Et le témoin répond, ligne 26, pas du tout. Pour faire bref, pour Maître Bougnon, avant de poser des questions sur le fond, est-ce qu'il ne serait pas très intéressant d'abord d'authentifier le document avec le témoin, et puis, après quoi seulement, on pourrait donc rentrer dans le fond du sujet? C'était ça, en fait, en bref. Parce que ça sert à quoi de poser d'abord des questions au témoin qui va finir par dire qu'il ne reconnaît pas un tel document, qu'il aurait déjà vu
je veux dire, un déploiement sur le fond de ce document, qui va finir par ne pas reconnaître à la fin. Maître Altit. Président Maître Altit. Merci. Mr. MacDonald? Président Monsieur MacDonald. Madame, Messieurs les juges, là encore, tout d'abord, nous avons demandé aux témoins. Enfin, je me reprends. Voilà le problème. Il y a différentes façons d'authentifier un document. Premièrement, on peut passer directement à la signature et on obtient une réponse. Mais vous remarquerez aussi qu'en haut à gauche du document, on aurait pu aller directement à la notation « Vue ». On ne l'a pas fait. On pose des questions sur la teneur du document. Directement, parce qu'on veut parler de la teneur. Et on n'est pas là pour parler de la forme du document, mais du fond seulement. Donc, il y a différentes façons d'authentifier un document. Et le témoin n'a pas dit qu'il ne se souvient pas de ce document. Mais on veut juste rafraîchir sa mémoire, ça peut aider. Non, l'interprète se reprend. Le témoin ayant dit qu'il ne se souvient pas d'avoir vu le document, on va passer par le contenu pour lui rafraîchir la mémoire, parce que ça peut aider. Et puis à la fin, on peut lui demander, est-ce que vous connaissez votre signature? On n'a pas voulu aller directement à la signature. Mais comme je dis, il y a différentes façons d'authentifier un document au vu des réponses données par le témoin. Alors je ne veux pas me lancer dans une argumentation ou une controverse, mais quand même le témoin... J'aimerais quand même que l'on parle du comportement du témoin, qui est quand même sous serment, et j'aimerais que l'on parle de cela à huis clos partiel. Le président, bien, mais je vous donne quelques minutes, mais évidemment, il va falloir que je donne ensuite la parole pour autant de temps aux autres parties. Alors allez-y, quand même.